RCN. Le son de la différence. Vous le réclamiez. Maintenant, il est là. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Bond. James Bond. Il est de retour dans un Bond de la dernière cuvée. Spectaculaire. Tuez-le ! Bienvenue en enfer, Blofeld. Il est de retour. Bonsoir. Et nous voici revenus au vrai grand film. Non mais dites donc, qu'est-ce que c'est ? On m'a jamais traité comme ça. J'ai beaucoup d'amis en vie. Outrancier, des frissons qui causent de la joie. Je savais pas qu'il y avait une piscine là-dessous. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 et, comme vous avez pu l'entendre en introduction, la bande-annonce française des Diamants sont éternels, film de 71. Et oui, non, on ne va pas parler de James Bond, mais on va parler de surtout son acteur, Sean Connery. Sean, d'ailleurs, à l'écossaise, hein. Donc il fallait l'appeler à l'écossaise, hein, Sean Connery. Donc grand acteur qui est décédé donc l'année dernière, donc il fallait bien quand même revenir un petit peu sur sa carrière, qui a une carrière plutôt rocambolesque. Ouais, fabuleuse, même assez extraordinaire. Donc pour un acteur qui quand même a vécu jusqu'à ses 90 ans, a arrêté sa carrière en 2003 avec un film absolument on en parlera un petit peu après. On en parlera un petit peu, mais c'est quand même un des mecs qui travers plus de 50 ans de cinéma, a touché à quasiment toutes les grandes sagas, a travaillé avec les plus grands et a laissé une des carrières les plus célèbres. Il faut d'ailleurs dire en introduction qu'il a quand même été nommé à plusieurs reprises homme le plus sexy du monde, oui, voire même plus grand acteur britannique. Homme le plus sexy, en 99, il a été même élu homme le plus sexy du siècle. Du siècle, ne serait-ce que ça. Ouais, que ça, tout simplement. Oui, donc, oui, bien évidemment, Sean Connery. Alors, c'est vrai que, bonjour Antoine, comment tu vas ? Moi, ça va très bien. On parle de Sean Connery, on a envie de sortir les flingues, de faire des roulades dans des explosions, on est parti, là. Ouais, et pourtant, on va quand même revenir dans cette émission pour signifier que Sean Connery ne correspond pas uniquement à James Bond, même si bien évidemment, on va devoir en parler quand même. Ah oui, il correspond aussi à Highlander. Ouais. Non, mais Big Tam, comme l'était son surnom à Édimbourg, ce fut donc James Bond, ce fut également Robin des Bois, ce fut également le roi Arthur, ce fut également Guillaume de Baskerville, ce fut également Henry Jones Senior, ce fut également Alan Quatermain, ce fut également Jim Malone, ce fut un acteur absolument formidable qui a bossé avec les plus grands en fait. Et donc pas uniquement on va le voir à travers une seule saga, voire deux. On le retrouve autant chez Brian De Palma que chez John Huston, voire même chez Spielberg. Oui, voilà. Oui, non, mais il y a pas d'autre. C'est une allumette, voilà. Non, oui, de toute façon, nous aurons notre moment Spielberg, hein, comme on le disait la dernière fois, comme chaque émission, il y a un moment Spielberg. Il est toujours là partout, il est chiant. Oh là, on n'en peut plus. Non, mais c'est vrai que en fait. Pour le coup, en fait, Sean Connery, c'est une carrière assez remarquable et assez drôle en elle-même parce que c'était pas à la base vraiment un acteur qui était prévu pour être acteur, tout simplement parce qu'en fait, il est issu d'un milieu très modeste. La carrière de Sean Connery, en fait, se fait vraiment à coup d'opportunités et de rencontres hasardeuses. Bah, c'est un Écossais pur jus. Exactement. Alors, écossais pur jus, oui et non. Disons qu'à 16 ans, il est engagé dans la marine marchande. Oui. Il a poli des cercueils pour gagner un peu de thunes. Enfin, il a vraiment fait plein de petits boulots à la dure. Il est né en Écosse. Alors, il faut le savoir, c'est qu'en fait, donc, son père est écossais, donc, protestant, et sa mère était d'origine irlandaise et catholique. Ouais. Voilà. Ça, c'est la schizophrénie des îles britanniques. Un petit peu. Partagée entre les catholiques et les protestants, mais bon, ça lui aura fait voyager. Exactement, c'est vrai qu'en fait, donc il est pardon, excusez-moi, il est né donc le 31 octobre il est né le 25 août 1930 à Édimbourg, et c'est vrai que donc tu l'as dit, il a fait un petit tour à la Royal Navy pendant 3 ans. Il a dû rentrer en urgence après suite à une grave maladie, une maladie d'infection, qui l'a fait revenir donc en Angleterre et décide finalement de commencer à se lancer dans du culturisme.
il s'est dit j'ai un joli corps, autant faire ça. Et c'est finalement en fait suite à certains concours de culturisme en fait qui s'est fait remarquer par certains agents et pour dire bah écoute je te propose un rôle dans ci dans ça, et il a commencé à avoir une petite carrière donc au théâtre et à la télévision. Et en fait c'est suite à un concours remporté en 1961 sur celui qui est susceptible d'incarner James Bond. Il remporte ce concours devant des pontes du cinéma comme on a notamment donc Cary Grant, Cary Grant, je vais y arriver, bordel de merde, et aussi même par exemple David Niven. Alors David Niven va carrément même jouer James Bond mais dans une parodie, dans le tout premier Casino Royale. Dans le premier Casino Royale, absolument, où il y a Woody Allen d'ailleurs dedans. Exactement. Alors suite à ce concours, il est notamment engagé par Albert Broccoli pour faire les premières annonces de casting. Et il faut le savoir, c'est que Ian Fleming était encore vivant et bien évidemment mettait un petit peu des droits de regard sur ce qui allait arriver sur la première adaptation de James Bond au cinéma, car il faut le savoir, c'est que c'était une suite de bouquins à succès, hein. Ian Fleming était extrêmement reconnu dans ce genre et dans ce style d'écriture. Il était absolument pas d'accord avec cette vision de conneries. Pour lui, c'était pas son commandant Bond, donc c'était pas un commandant de frégate de bord. En fait, il le trouvait inélégant. Et il avait vu en Sean Connery d'abord un gamin écossais des rues et pas du tout le fils de l'aristocratie qui aurait dû être James Bond. Pas vraiment gamin même des rues, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, il le voyait comme un cascadeur d'1m88. Tout simplement. Et c'est vrai que Broccoli, le producteur de James Bond, en fait, a vu un film qui s'appelait je sais plus qui contre les Farfadets, un truc de série B un peu bidon. Un Disney, d'accord. Où il chante. Et il a vu surtout Sean Connery se battre et il a dit bon sang, un type qui se bat comme ça, moi je le veux pour jouer James Bond. Et ensuite il a demandé à sa femme d'aller voir le film et elle lui a dit putain c'est un des mecs les plus sexy que j'ai vu, tu l'engages tout de suite. Ouais, c'est surtout en fait c'est la femme de Ian Fleming qui a dit il est sexuellement très attirant. et rentrer dans l'oreille de Ian Fleming, ça sort pas de l'autre côté. Donc du coup il s'est dit ok bon on va être d'accord là-dessus, on va le prendre. Voilà. Et ouais ça a été un carton absolument incroyable avec cette fameuse scène d'introduction du personnage de James Bond où forcément il dit son nom 2 fois face caméra et en jouant sur une table de poker contre Dr No. Absolument, et c'est d'ailleurs apparemment une improvisation de Sean Connery qui apparemment n'aimait pas, il devait simplement dire je m'appelle James Bond, mais il trouvait ça complètement fade et plat et il l'a répété plusieurs fois avant de se dire qu'il allait faire ça, et ça c'est devenu une des phrases les plus iconiques de l'histoire du cinéma tout simplement. Oui, des phrases les plus iconiques du cinéma, et puis surtout ça a été un carton monumental. Ça a été donc la mise en place directe d'un statut de superstar pour Sean Connery. Sean Connery donc qui a continuellement suivi son rôle de James Bond, donc d'une certaine manière, hein, il a quand même joué dans beaucoup de films. Et c'est d'ailleurs une des premières fois où on voit réellement apparaître une saga, dans le sens où avant faire un film c'était déjà bien, maintenant ils en refont des suites, mais ce sont des suites avec lesquelles il y a encore plus de budget et qui sont célébrées comme telles, ce qui à l'époque n'existait pas vraiment. Quand t'as commencé donc cette série donc avec Dr No en 62, c'est vrai que Sean Connery en fait a tout de suite augmenté son cachet et les budgets ont été la même. Parce que forcément c'est proportionnel de toute manière, avec notamment Bon baiser de Russie juste l'année suivante, encore réalisé par Terence Young. On a eu en 64 Goldfinger de Guy Hamilton, on a eu donc en 65 Opération Tonnerre, en 67 On ne vit que 2 fois, et notamment donc en 71 Les Diamants sont éternels. Alors il est revenu pour un non officiel, donc on va dire un non brocoli de James Bond en 83. Voilà, exactement, jamais plus jamais. Donc Never Say Never Again. Le titre signifie ce qu'il signifie, hein. Ils l'ont fait exprès, ne jamais dire jamais. Et parce que tu sais d'où ça vient en fait. Ça doit être en rapport avec le fait qu'il a toujours refusé de rejouer dans un James Bond. Exactement, il avait signifié dans une interview si quelqu'un lui aurait proposé un rôle de James Bond, il avait dit Never Say Never. Donc jamais plus jamais. Et en fait si tout simplement. Mais on voit qu'ils ont eu suffisamment d'humour pour appeler le film comme ça quand même. Oui, d'ailleurs qui a été réalisé par Irving Kirchner, donc le réalisateur de l'Empire contre-attaque. Absolument.
qui était donc notamment un mentor pour beaucoup de jeunes réalisateurs dans les années 80, donc, notamment un certain Lucas et Spielberg. Donc c'est pas pour rien que George Lucas l'avait d'ailleurs appelé pour l'Empire contre-attaque. C'est vrai que donc ça a été un réalisateur qui oscillait dans les grands studios et donc s'est dit pourquoi pas réaliser un James Bond pas plus mal. À mon avis, ça se refuse pas réellement de réaliser un James Bond quand on a les moyens. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais à l'époque, ça devait être un bon gros délire. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte tellement cher que ça doit être plus un stress qu'autre chose, mais bref. Après, il faut le signifier quand même déjà à cette époque, c'est-à-dire que les réalisateurs étaient beaucoup faiseurs dans ce genre de studio, et c'était pas, on n'était pas à l'époque du nouvel Hollywood où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Non. Ouais, ils signaient pas les scénarios du tout. Voilà, exactement. Mais disons qu'avec juste au moment où James Bond est sorti, c'est vrai que Sean Connery a immédiatement été appelé pour jouer dans un Hitchcock. Oui. Et là, pareil, ça ne se refuse pas, par exemple. Exactement. C'est vrai que Sean Connery, en fait, dès qu'il a campé le personnage de James Bond, il a voulu toujours sortir de ce carcan et montrer une autre facette de son rôle qu'il n'a jamais réussi à donner autre chose que dans un James Bond. Il était vraiment bloqué dans son rôle. Il a toujours voulu proposer plein de choses, notamment par exemple dans Les Diamants sont éternels. Il s'est dit c'est la dernière fois, je peux faire ce que je veux. C'est pas grave. J'ai prévu la petite soluce de secours, donc c'est-à-dire qu'en fait il avait notamment donc prévu que s'il devait faire ce film, donc les studios devaient également appuyer 2 de ses prochains projets. Et j'en parlerai notamment un petit peu plus tard. Donc très malin là-dessus. C'est vrai que Connery en fait a permis à une collaboration avec plusieurs réalisateurs. Donc notamment Hitchcock avec Marnie. On le voit donc avec De Palma aussi au tout début des années 90, fin 80 avec Les Incorruptibles. Ouais. On le voit également avec Steven Spielberg, forcément dans une autre grosse licence parce que c'est Indiana Jones, c'est le père Indiana Jones. John Huston dans un des films qui va être le plus reconnu dans sa carrière, L'homme qui voulut être roi. Un film incroyable. Absolument magnifique. Incroyable. Film avec Michael Caine. Un de ses meilleurs potes. Oui, d'ailleurs, Michael Caine a très peu d'éloges envers Sean Connery. Pour lui, Sean Connery, c'est le summum du professionnalisme. C'est le plus grand compliment que je lui puisse faire. Voilà. Donc, non, clairement. Bah oui, c'est les deux Anglais. Mais après, avec John Huston, ça devait être assez incroyable comme tournage. Mais c'est vrai Sean Connery, en fait, il a toujours gueulé parce qu'on l'identifiait trop à James Bond. Il a toujours voulu sortir de James Bond. Et le fait est que le mec, il nous sort des Hitchcock, il nous sort des Zardoz, il nous sort des Baskerville dans Le nom de la rose. Oui. Il nous sort un film Indiana Jones. Enfin, clairement, le mec a réussi à exploser complètement. Il a joué avec McTiernan 2 fois. Oui, notamment à La poursuite d'Octobre Rouge. Et ouais, clairement, Sean Connery a explosé complètement la façon de choisir des rôles, de sortir de son personnage en gardant toujours des personnages qui soient peu ou liés de près ou de loin, c'est-à-dire toujours dans des films qui sont quand même des thrillers, des films d'action. On l'a rarement vu jouer dans des petites comédies par exemple, mais il avait un style. On le verrait très mal dans des comédies en fait, je pense. Non, et puis surtout oui, c'est vrai que c'est très marrant de revenir aussi sur sa carrière parce qu'en fait il avait aussi une drôle de réputation, Sean Connery. C'est quelqu'un qui pouvait très facilement entrer en colère. Oui. Et notamment, par exemple, à certains Brian De Palma l'a pris à ses dépens, notamment l'ayant fait poireauter pendant toute une journée sur le studio des Incorruptibles. Dès que Sean Connery l'a retrouvé, il l'a un petit peu pris par le col et lui a expliqué quel était son problème et lui a dit écoute, en fait la lumière est trop basse, on peut pas filmer. Sean Connery était pas content et est rentré chez lui. Bah non, tu m'étonnes, mais il y a aussi une anecdote assez drôle au tout début de sa carrière, quand il n'avait pas encore fait James Bond, il était sur un tournage avec Lana Turner, et Lana Turner, une des grandes actrices des années 40-50 à Hollywood, aimait beaucoup se mettre dans les emmerdes et traînait avec un mafieux, et du coup ce mafieux a essayé de venir l'embrouiller sur un tournage, et Sean Connery est venu l'a pris par le col en le jetant hors des studios. Enfin, c'est quand même un type qui avait peur, qui avait pas froid aux yeux, qui pouvait se mesurer allègrement avec des mafieux notoires tout en s'en tirant sans trop de problèmes. C'est pas un rigolo, clairement, ce type. Ah non, il a une citation d'ailleurs qui lui va à merveille, je la cite, elle date d'une interview de 2004. Je n'ai jamais cherché les honneurs et je me fiche complètement de ce qui restera de moi après ma mort. c'est Sean Connery qui vit l'instant présent, quoi. Bien sûr, mais c'est ce qu'il disait aussi, que lui, il prenait jamais de drogue. Il avait expliqué qu'il avait déjà fumé un petit peu de joint, mais il disait, moi je m'en fous,
j'ai mes clubs, j'ai mon alcool, ça me suffit amplement. Et savoir faire la fête en détruisant des chambres d'hôtel, ça m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai été élevé en prenant conscience du fait qu'après tout ce bazar, il y a des gens qui allaient devoir nettoyer. Et du coup, non, je ne fais pas le bordel comme ça. Donc c'est vraiment ce genre de type qui est pas du m'as-tu vu. Oui, il a toujours été comme ça. Et je continue sur la citation que j'ai sortie plus tôt. Il a expliqué même après. Donc, quand j'ai eu mon premier gros salaire, j'ai fait deux choses. J'ai acheté des livres et une Jaguar d'occasion. Voilà, tout simplement. Tout simplement, quoi. Donc c'est vrai que en fait c'est quelqu'un qui avait un peu un travail très intéressant en matière d'acteur, bien évidemment, parce que je pense qu'il s'est forgé au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'en fait il avait été déjà bloqué par ce carcan du rôle de James Bond, mais on le voit finalement à travers sa filmographie conséquente, 75 films quand même. Oui. Il a vraiment quelque chose de je vais forcément faire des films qui correspondent aux exigences des grands studios, mais je vais quand même collaborer avec des gars comme Sidney Lumet qui commençait à avoir une carrière très très importante. Il avait déjà connu le succès avec les 12 hommes en colère, mais il va vraiment revenir à quelque chose de plus concret, de plus politique et de plus théâtral au début des années 70. Alors c'est vrai qu'en fait le film The Offense, avec qui il va jouer dedans, va un peu forger la carrière de Lumet en même temps, parce que juste après il va faire notamment donc Un après-midi de chien, il va notamment aussi faire ses plus gros films, on va dire. Oui. Donc c'est vrai que c'est un acteur aussi qui va booster la carrière d'autres réalisateurs, et finalement c'est peut-être une facette que James Bond ne pouvait pas lui donner également en étant bloqué sur un aspect très concret. Et bien surtout sûr. Quand on a Brocoli derrière. Bien sûr, et c'est aussi pour ça que, par exemple, il a joué avec Jean-Jacques Hano dans l'adaptation du Nom de la Rose. D'ailleurs, au début, Jean-Jacques Hano ne voulait pas de Sean Connery parce qu'il disait, mais moi, je veux pas de James Bond dans mon film. Je veux pas d'emmerde. Il veut pas d'embrouille, il veut pas James Bond dans son film. Et Sean Connery lui a dit, non, mais laisse-moi te jouer une scène, je vais te montrer que le rôle de Guillaume de Baskerville est fait pour moi. Effectivement, quand Jean-Jacques Hano a vu ça, il s'est dit, bon, ok, c'est bon, on fait le film avec Sean Connery, il y a pas moyen. Et effectivement, c'est resté, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est resté comme dans un de ses plus beaux rôles, une de ses meilleures interprétations, qui est complètement à l'opposé de ce dont il a l'habitude de jouer. Et il révèle effectivement une facette qui est, c'est ce que disait tout à l'heure, une facette de professionnel. C'est un vrai grand acteur, point barre, qui sait jouer des rôles de composition, des rôles taillés à sa mesure. Enfin, c'est là où on voit que ce type-là, c'était pas un rigolo ou juste une belle tronche, parce que n'oublions pas qu'il a été en 53, je crois, ou 51, il a été 3e Monsieur Univers. Alors alors on n'en est pas sûr. La rumeur ne serait pas la bonne catégorie de Monsieur Univers. Dire, ce serait une catégorie vraiment en dessous, on va dire. Ah oui, Monsieur Univers parmi les grandes tailles, je crois. Ouais, non, c'est en Angleterre. Enfin, apparemment, c'est pas vraiment le vrai Monsieur Univers. Ça extrapole un peu bizarrement dans sa filmographie, enfin, dans sa biographie. Ce qui n'empêchait pas d'avoir une belle tronche quand même. Oui, bah ça l'a permis notamment donc de jouer Monsieur Kiss Kiss Bang Bang et de forger finalement ce que l'on va représenter après sur le mythe James Bond. Mais on va revenir également un peu plus sur sa carrière et sur son style de jeu juste après la première pause BO. Donc, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, le thème de fin de John Williams. Et voilà, donc c'était un extrait issu de Indiana Jones. Et oui, le Dr Jones avait un papa et son papa, c'est un macho. Oui, parce je sais pas comment on va t'écrire autrement. Oui, parce que ce serait dommage de passer à côté du fait qu'il ait effectivement été possible, voire même certain, que Sean Connery ait dit dans une interview que parfois frapper des femmes n'était pas si grave que ça. Alors, la fameuse période des années 60, on va dire ça comme ça, celle où on mettait donc des corrections, comme on dit. Non, j'allais dire des toupets. Des toupets, il manquait pas de toupets, lui. Oui, des toupets et des clopes. Revenons quand même à la méthode de Sean Connery. C'est vrai que c'était quand même un acteur quand même assez pointilleux, qui mettait toujours en avant ses origines personnelles. C'est quand même très très rare de voir ça, parce qu'en fait, peu importe son rôle, il conserva toujours quasiment
quasiment tout le temps dans sa filmographie son accent écossais, non pas vraiment par flemmardise, mais par pure fierté patriotique. Parce que oui, Sean Connery donc était un partisan de l'indépendance écossaise, et notamment depuis les années 90, il était donc un des représentants financiers du parti indépendant écossais. D'ailleurs, le gouvernement anglais a fait en sorte qu'il ne puisse pas donner son argent au parti indépendant écossais en disant puisque t'habites pas sur le sol britannique, t'as pas le droit de donner ton argent à un parti parce politique. que entre-temps, Sean Connery en avait un peu marre de la fiscalité anglaise et du coup il est parti aussi. Et il a fait que des bons moves, ce gars. Oui, disons que le mec, il a toujours dit vive l'Écosse indépendante et on lui a dit du coup vous reviendrez en Écosse quand tu seras indépendant. Non, je vais rester aux Bahamas tranquille à pas payer d'impôts. Et du coup, il faut le signaler. Alors non, c'était en Espagne avant. C'est vrai qu'il a été en Espagne. Oui, il payait pas beaucoup d'impôts. Non. Et c'est vrai qu'en fait, son statut donc de sœur avait été remis en cause, notamment par certains conservateurs dans les années 90, parce qu'en fait donc il devait avoir ce statut de sœur donné par la reine Elisabeth. Et il lui a donné quand même. Hein. Ça avait fait les gros titres des journaux à l'époque, je m'en souviens effectivement. Et du coup, à chaque cérémonie officielle, Sean Connery venait toujours en kilt. Oui. Il faut le savoir. Il a bien raison. Exactement. J'aurais fait pareil. C'est vrai qu'en plus c'est un acteur qui venait en fait d'un milieu modeste, qui n'a pas eu vraiment une formation telle qu'elle était, on va dire théâtrale, très très travaillée. Pas académique du tout. Pas académique du tout, mais pourtant il a quand même travaillé la méthode. Il a quand même travaillé la méthode du système Stanislavski à ses débuts, donc dans les années 50, notamment pour se perfectionner et pour avoir son rôle de James Bond. Et c'est vrai que ça lui a permis en fait quand même de montrer des vrais rôles de composition, comme on en a parlé juste avant. Donc c'est vrai que The Offense, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard là-dessus, qui est un vrai rôle de composition sur un flic complètement borné, violent et à la recherche d'un tueur pédophile. On a aussi L'homme qui voulait être roi, qui est quand même peut-être l'un de ses plus gros rôles qu'il a eu au cinéma. Oui, en espèce de capitaine irascible, borné, rêveur, utopiste même et mégalomane. C'est surtout ça, voilà. Et, pour revenir un petit peu sur la petite histoire, donc en fait c'est donc dans un pays l'Afghanistan. Fictif. Ouais, c'est fictif en Afghanistan. Voilà, c'est fictif. C'est quand même fictif. Donc dans un pays fictif, en fait, le personnage donc de Sean Connery décide finalement de quasiment prendre par la force en fait ce pays et de devenir un roi, tout simplement. Oui, disons que c'est au 19e siècle, quand l'Angleterre avait commencé à coloniser tout le sous-continent indien, il restait encore des espaces, disons, entre guillemets, vierges de toute présence occidentale en Asie centrale. Et avec Michael Caine, il s'est dit, mais si j'arrive effectivement à prendre par la force un de ces pays-là, tout en me faisant passer pour un dieu à leurs yeux, parce que j'aurai des armes et des tactiques qu'ils ne connaissent pas, je vais pouvoir me tailler la part du lion. Et c'est tout simplement des plus grands films d'aventure que j'ai pu voir. Oui, c'est vrai qu'en plus d'ailleurs Sean Connery c'est un peu spécialisé dans le cinéma d'aventure, pas seulement par les James Bond qui restent dans du pur film d'espionnage, même si il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de dépaysements. Film espionnage aventure. Voilà. Non, James Bond, pour moi, c'est aussi des films d'aventure, mais il a fait des films comme Zardoz où il y a beaucoup d'aventures dedans. On pourra en reparler de ce slip, ce slip orange. Tu sais, genre, t'as envie d'en parler, vas-y. Mais oui, mais parce que Zardoz, ça c'est. Je saurais même pas comment expliquer Zardoz pour les gens qui ne l'auraient pas vu, parce que nous sommes dans un futur dystopique avec des êtres supérieurs intelligents qui règnent en maître sur le monde, avec des gens esclaves et avec des têtes qui se baladent dans le ciel et qui hurlent que le pénis est mal et que le gun is good et qui lancent des armes par la bouche. Enfin, c'est très étrange. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Et au milieu de tout ce bordel, il y a un Sean Connery, tenez-vous bien, en slip orange, uniquement en slip orange, avec une queue de cheval, un flingue, des cartouches en bandoulière. Oui, parce que pour la petite histoire, donc en fait cette tenue est une tenue représentative en fait on va dire des représentants des soldats sur cette terre par rapport à ceux qui habitent en haut. En fait, il y a parce qu'à un moment, il prend une espèce d'ascenseur. Voilà, qui est une tête. Voilà, toujours la tête qui lance des armes, tête géante. C'est ça. Et du coup, c'est un des films les plus étranges, un bid monumental à sa sortie. Oui, ça a été un bid extraordinaire, donc. Mais je vois pas comment Sean Connery a pu accepter de jouer un rôle d'un type juste en slip orange pendant 2 heures. Mais c'est un trip maniaco-philosophique sous LSD
qui reste quand même une des plus belles expérimentations que j'ai pu voir au cinéma. Si vous l'avez pas lu, foncez, c'est dingue. C'est vrai qu'il a quelque chose de spécial, ce film. Moi je l'adore. Il a un côté mi-expérimental, mi-SF, mais pas la SF que l'on pourrait imaginer façon Kubrick en fait. Pas Star Wars. Voilà, c'est ça. C'est film culte pour les uns, navet pour les autres en fait. Donc Zardoz a tellement divisé la critique et les spectateurs à cette époque. Je pense que c'est même encore le cas actuellement. Ah oui. Pour moi c'est culte. Peut-être que pour toi c'est un navet. Alors John Boorman a fait mieux en plus, on le sait. Enfin, a fait mieux. On le connaît. La Forêt d'Émeraude, Excalibur surtout. Ouais, extraordinaire. Mais non, moi je trouve pas que ce soit une défaite ce film. C'est peut-être une retraite stratégique, mais ce n'est pas une défaite. Et surtout que on est encore dans les années 70, donc c'est 72, donc c'était juste après donc son dernier, James Bond. On était en pleine phase d'expérimentation en fait. On va dire les années 70 ont été la grosse phase d'expérimentation de Sean Connery et finalement, comme je le disais plus tôt, en fait, c'est aussi très représentatif par rapport à ce que représentait James Bond pour lui. James Bond pour lui représentait à la fois quelque chose qui lui a permis d'être un acteur reconnu au niveau international, d'être un acteur vraiment très représentatif de sa génération. C'est un peu sa poule aux œufs d'or aussi. Voilà. Et de l'autre, en fait, il y avait aussi ce côté blocage, ce qui lui empêchait de faire ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'en fait, il a eu pas mal de collaborations, comme je disais, avec John Boorman, ou encore avec ce bon vieux Sidney Lumet. C'est là où c'était intéressant, parce qu'il aurait eu un rôle moins polarisé comme James Bond, peut-être qu'il aurait eu moins d'attrait pour faire des rôles un peu expérimentaux, entre guillemets. Et peut-être que justement le fait qu'il aime et déteste James Bond l'a poussé dans des rôles fous. C'est quelque chose qui, au contraire, lui a fait que du bien quelque part. D'une certaine manière, oui, parce que finalement, 007 a été un peu la mythification de son statut, donc c'est-à-dire par exemple du Kiss Kiss Bang Bang, comme l'avait été surnommé donc Sean Connery et le personnage. En fait, c'est ça. En fait, il y a aussi cette dualité, c'est-à-dire que autant a été surnommé James Bond, mais autant a été surnommé Sean Connery. Il a mis beaucoup de temps vraiment à se déloger de ce personnage-là, et c'est pas pour rien qu'il avait une amour et une haine pour ce personnage, qu'il aurait aimé même par moment le faire tuer, ouais, tuer. C'est ce qu'il a dit. Je jouais ce type, si je pouvais, je le tuerais. Voilà, c'est ça. Dit texto. Et après, il a dit non, je ne déteste pas James Bond. Ce rôle était taillé pour moi. Point barre. Oui. Et bon, voilà. Non, mais c'est toujours la malédiction et en même temps la malédiction. Totalement. Mais c'est vrai que donc ce personnage que je disais, Kiss Kiss Bang Bang, donc c'est-à-dire c'est tout simple, c'est-à-dire bisous bisous et après on se retrouve au lit, parce que n'importe quel James Bond en fait, ça se déroule comme ça. Et finalement c'est un personnage finalement un traitement qu'il a travaillé lui-même aussi, c'est-à-dire le macho dénué de sentiments. Le fait d'être un personnage aussi qui peut être autant à la fois vu comme un romantique mais surtout comme un salaud envers les femmes. Il l'a expliqué d'ailleurs lui-même, c'est que en fait c'est pas mal d'expériences aussi personnelles qu'il a vécues. Très jeune, il était tombé très amoureux d'une jeune actrice avec qui il avait collaboré au théâtre, et le problème c'est que la famille de cette actrice qui était d'origine donc judaïque, pas du tout comme la sienne, était totalement opposé au mariage, et en fait Sean Connery s'était dit lui-même, et il explique d'ailleurs dans sa biographie, plus de sentiments, ça sert plus à grand chose. Donc en fait on voit cet homme qui a été frustré par ce genre de relation, qui a provoqué peut-être en lui-même, et aussi surtout envers cette représentation de James Bond qui était déjà comme le représentait Ian Fleming, donc c'est-à-dire un personnage très macho, très dénué de sentiments, l'a poussé en fait à repenser à cette facette-là de lui, et qui l'a forcément correspondu avec ce personnage à l'écran, quoi. Absolument. Et c'est pour ça que finalement il a ce rajout, on va dire, du fameux sourcil levé tel que on le voyait à ses débuts, le fameux flegme britannique dans toute sa splendeur, avec forcément 2-3 phrases assassines après une mise à mort. Il y a toujours un petit peu cette subtilité que Sean Connery a mis en évidence dans ses James Bond, et que forcément je pense que tout le monde a voulu reprendre la même recette dans les années 70. Parce qu'au final, effectivement, ce personnage de James Bond est arrivé à point nommé
au cinéma au début des années 60, dans un monde des 30 glorieuses qui s'en faisait moins. La censure était moins forte et du coup, on pouvait se permettre de présenter des personnages comme James Bond qui étaient à la fois élégants tout en étant de vrais salauds, ce qui n'échappait à personne. James Bond était un salaud envers ses ennemis, envers ses maîtresses et Sean Connery en a parfaitement profité parce qu'il était bâti pour jouer ce personnage-là. Totalement, et surtout cette figure charismatique en fait. Le travail sur le regard aussi très important chez James Bond et chez Sean Connery, parce que finalement quand on voit dès sa première apparition dans Dr. No, c'est le travail du regard qui joue. C'est pas seulement uniquement sa voix et son dialogue simple pour dire James Bond, c'est la façon dont il va le travailler en fait. Et c'est une chose qui va le garder constamment sur tous les films jusqu'à Les Diamants sont éternels. Peut-être un peu moins Jamais plus jamais, parce que déjà je m'en souviens plus vraiment, et de deux, dans mes souvenirs le film était déjà un rip-off de Opération Tonnerre. Donc il y avait déjà aussi ce souci avec ce dernier, d'ailleurs qui est sorti en 83 en même temps qu'un James Bond en gros guillemets officiel avec Roger Moore, dans le rôle principal. C'est pas le Moon quelque chose? Moonraker. C'est pas celui-ci? Ah, je ne sais plus. C'est Octopus. Octopussy, ça doit être 82 ou 84, donc t'as peut-être bien ça. Peut-être Octopussy, ouais. Ok. Oui, bon, c'est une période de James Bond qui parfois pique un peu les yeux aujourd'hui. Bon, il est rigolo, Moonraker. Certes. Non, mais c'est vrai que au moins Sean Connery a évité la vague ahurissante des années 70-80. Bah, il est venu en premier et ça, c'est déjà le plus important aussi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a eu une vraie cassure dans les années 70 à partir du moment où il a tout simplement vieilli. Il a eu les cheveux blancs, la barbe blanche. La vraie cassure, c'est même pas les années 70, c'est plutôt les années 80. Même 80? Ouais. Bah, déjà, tu vois, L'homme qui voulait être roi en 78, je le trouve faisant plus partie de sa deuxième partie de carrière que de la première, mais ça peut se discuter. Ça peut se discuter, mais en fait, moi, ma théorie, enfin, pas ma théorie, mais c'est, je trouve mon ressenti sur le vrai tournant dans les années 80, c'est qu'il a su se réinventer. Bien évidemment, il vieillissait, bien évidemment, il ne pouvait plus faire les mêmes rôles que James Bond dans les années 60-70. Et en fait, il va finalement, ce que l'on appelle le mentor, il va incarner le mentor en fait dans pas mal de ses films, et des personnages qui ont un ressort indispensable à l'histoire. Par exemple Highlander, où il campe le rôle de Ramirez en fait. Ramirez est là pour en fait expliquer à Connor McLeod donc le statut d'immortel et le fait de vivre avec ce fardeau. Le nom de la rose, qui est quand même, c'est pas finalement l'un des rôles principaux. Enfin, c'est l'un des rôles principaux, mais c'est pas que le rôle principal dans le film de Jean-Jacques Hano. Après, on a Dieu que pour lui, mais parce qu'il est surtout le mentor en fait du personnage de Christian Slater. Absolument. Qui est là en fait pour apprendre son statut de moine et d'enquêter avec son mentor sur ces meurtres qui se déroulent durant une église. Oui, dans un monastère Dans un monastère du XIIe siècle, je crois. Exactement. Absolument. On a également Les Incorruptibles. Oui, donc il joue le rôle de Malone. Malone est là en fait aussi pour aider Elliot Ness à créer son équipe, son escouade d'incorruptibles, et donc par de là même pour combattre le crime organisé et notamment donc Al Capone. Et bien entendu la dernière croisade d'Indiana Jones, où il joue le père d'Indiana Jones qui donc a même encore plus que le mentor, c'est carrément le père. C'est le daron, c'est le vieux de la vieille, c'est celui qu'on retrouve qu'à la moitié du film, qui a tout fait. Avec cette scène d'introduction au début qui est absolument magistrale, et quand on voit tout le boxon qu'a pu faire le jeune Indiana Jones, quand il revient à la maison, il tombe sur son père qui lui ne lève pas la tête de son livre, il dessine, il écrit, il est concentré, il a l'autorité absolue sur un gamin qui pourtant apparemment n'a prise avec aucune autorité, et donc on présente Sean Connery comme étant un père mystique. C'est un mystère absolu, c'est une figure paternelle et autoritaire qui est presque désincarnée. Et quand on le retrouve après, un petit peu plus affaibli, mais avec toujours autant de puissance et de savoir, je trouve qu'effectivement, on aura l'occasion d'en parler après, mais c'est
quand même un rôle qui lui donne une stature assez exceptionnelle, ce film. Oui, surtout que en fait, là je dis que c'est un personnage de mentor, mais comme on peut le voir dans les différentes analyses, notamment donc les analyses de Joseph Campbell, donc sur le fait du monomythe, oui. Finalement, on a cet aspect aussi un peu cyclique chez Sean Connery. Donc c'est-à-dire que autant il est passé de héros, mais il est passé de héros à mentor en fait. Oui. Il y a dans sa filmographie, d'une certaine manière, elle est représentative aussi d'une certaine vie d'un acteur principal. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est de laisser la place aux autres. C'est ce qu'il a fait. Tout simplement. Avant de choisir les plus beaux rôles de sa carrière en toute fin de carrière. C'est ça que tu veux. Allez, t'as envie qu'on parle de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est ça? Non, moi il y avait Haute Voltige où on sentait déjà qu'il commençait un peu à vieillir, où il disait je vais peut-être pouvoir sortir avec Catherine Zeta-Jones qui n'a que 40 ans de moins que moi. Alors et après pour tomber dans Chapeau melon et bottes de cuir qui est apparemment un des films qu'il a le plus regretté de sa vie. Oui, alors il faut le savoir, c'est qu'en plus, comme je le disais auparavant, donc Sean Connery, c'est quelqu'un qui est un peu chiant avec qui tourner, un peu dur, et en fait, oui, il a forgé son expérience par rapport aux grands producteurs qu'il a rencontrés à l'époque, et c'est vrai qu'en fait, il avait un côté presque un peu paranoïaque. De Palma l'expliquait lui-même, notamment donc durant le tournage des Incorruptibles, que en fait Sean Connery, il faut un peu le caresser au sens du poil. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, si il sent que quelque chose ne va pas, il va prétendre que en fait c'est pour détourner son personnage ou alors lui faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs pendant très longtemps De Palma avait expliqué d'ailleurs que Sean Connery, c'était très compliqué de voir avec lui pour le fait que son personnage meure. Car c'était quelque chose de très compliqué pour dire non mais Sean Connery, il va falloir que tu meurs à ce moment-là. Et notamment donc cette fameuse scène donc dans Les Incorruptibles où donc il se prend une dizaine de balles à peu près. Qui lui aura valu un Oscar, je crois. Qui lui aura valu un Oscar d'ailleurs. Meilleur second rôle. Oui. Sean Connery en fait donc ne savait pas comment jouer la mort. Il lui a dit mais pourtant tu es James Bond, tu as déjà donné la mort, tu devrais savoir comment faire. Et en fait la première scène, il s'est pris des éclats de poudre dans les yeux, Sean Connery. Ah mince. Ils l'ont dû amener aux urgences et du coup De Palma a dû le supplier pour refaire cette scène. Donc vous voyez à quel point en fait c'est toujours très compliqué en fait, rien n'est toujours fait, rien n'est toujours acquis dans le milieu du cinéma et c'est vrai que pour Sean Connery ça a toujours été compliqué. Et d'ailleurs c'est quand même je trouve c'est pas si répandu que ça, c'est un des rares acteurs qui a réellement dit maintenant ça suffit, je prends ma retraite. Oui, alors ça il avait en 2003, il avait quel âge à peu près? Il avait une soixantaine d'années. Et en 2003, donc il avait 73 ans. 73 ans, bon ouais, si quand même, il avait 73 piges, mais il a dit maintenant c'est terminé, voilà. Je vais profiter de mon petit golf aux Bahamas tranquille, je n'ai pas d'attrait particulier pour les planches. Il est revenu une fois quelques années plus tard pour une voix dans un dessin animé. Pour un dessin animé écossais. Un dessin animé écossais parce qu'il était écossais. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est que ça en fait. Ne cherchez pas plus loin parce que même Spielberg avait essayé de retenter de l'avoir pour donc un certain Indiana Jones 4, même si je me rappelle plus de ce film bizarrement. Il existe. Ouais, apparemment il existe, mais je sais pas, à chaque fois quand je le recherche, je le trouve pas. Bizarre. Je te l'offrirai, t'inquiète. Ouais, merci. Je l'enverrai à quelqu'un d'autre. Et en fait, donc Spielberg avait essayé de contacter Sean Connery et Sean Connery lui aurait dit donc la retraite est trop bonne pour s'arrêter là. Voilà. C'est vrai. Non, mais il a bien fait. Il a eu ce courage-là et après, de toute façon, on a dû lui diagnostiquer une certaine démence. Alors oui, au bout de quelques années, donc de ses 80-90 ans, donc sur ces 10 dernières années, où il avait été notamment diagnostiqué en démence et du coup, il a séjourné finalement jusqu'à la fin de ses jours aux Bahamas. Tout simplement. Voilà. Comme presque James Bond en Jamaïque. Exactement. Parce que James Bond, en fait, sa baraque... Elle est en Jamaïque. Elle est en Jamaïque. On voit dans le dernier James Bond. Exactement, ouais. Et voilà, donc c'était un morceau issu de la bande originale des Incorruptibles, un morceau d'Ennio Morricone, donc fabuleux, merveilleux, comme d'habitude.
Ouais, c'est vrai qu'Ennio Morricone n'est pas mauvais dans ce qu'il fait. C'est pas mauvais, voilà. Antoine Bourvin, donc 2022, c'est pas mauvais ce qu'il fait, Ennio Morricone. Merci Antoine. Je vous en prie. Alors on va donc terminer l'émission sur Sean Connery pour revenir un peu plus sur sa carrière qui est démentielle, mais surtout en fait, quelle est selon toi en fait l'interprétation, peut-être pas seulement James Bond, mais qu'est-ce qui est le plus représentatif dans le travail de Sean Connery? Eh bien, je pense que je vais prendre un rôle qui définit surtout un visage, c'est celui de Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, de Jean-Jacques Hano, sorti en 86, ce me semble, ou 84, bref. Je crois que c'est 86. 86, où il joue au rôle d'un moine franciscain ou bénédictin. Bref. Un franciscain, je crois. Non, pas franciscain, ça a apparu au XIIIe siècle, les franciscains. Donc ça devait être un moine bénédictin du XIIe siècle qui vient enquêter sur des meurtres dans un monastère. Et donc c'est un film inspiré du livre de Umberto Eco, grand philologue, philosophe et écrivain italien. Je l'ai trouvé dans ce film, il a absolument tenu à faire ce rôle. Je le disais tout à l'heure, au début Jean-Jacques Hano ne voulait pas, parce que justement il voulait pas de James Bond dans son film. Et Sean Connery lui a dit: attends Toto, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Et il lui a dit voilà, quand un acteur professionnel joue comme ça. Et c'est pour ça que ce personnage me tient beaucoup à cœur, ce détective déjà un petit peu vieux qui respecte les règles, qui est extrêmement filou, qui a cette soif de connaissance, qui a surtout ce visage en fait calme. Quand on voit Sean Connery dans ce film, on se dit c'est vraiment la figure du calme, de la maîtrise de soi, de l'homme profond et intelligent. Et effectivement, je trouve que Sean Connery dans ce rôle est d'une élégance absolument folle. Tout simplement, il a, avec sa petite barbe blanche qu'on retrouvera justement qu'il gardera à peu près pour le reste quasiment la fin de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière, et qu'on voit notamment dans dernier Indiana Jones. Oui. C'est absolument époustouflant. Moi je trouve qu'il a une carrure, à aucun moment il élève la voix, il est toujours dans la discussion, dans la réflexion, ça se voit. Il a son visage, et on sent que c'est un grand professionnel quand il est dans ce rôle. Il est pas du tout dans la posture, il est dans la recherche de la vérité, et il le joue très bien. On y croit. Pour moi, Guillaume de Baskerville, c'est ce personnage-là, pas un autre. On me donne la figure d'un moine d'un moine apaisé. C'est la figure de Sean Connery que je vois immédiatement. Parce que je trouve qu'il a imposé une figure qui n'est pas devenu un archétype dans le cinéma, mais qui a quand même imposé une certaine norme, une norme de sagesse, en tout cas de réflexion. Et je trouve que dans ce film, il a réussi à sortir complètement de ses rôles précédents, de grand aventurier, d'homme d'action, pour rentrer purement dans un rôle réflexif de profondeur. Et je trouve que c'est quand même assez exceptionnel de faire ça. Je connais pas énormément d'acteurs qui ont été capables de le faire. Surtout que c'est un rôle très complexe en fait, surtout que c'était une adaptation qui était un peu attendue au tournant, parce que adapter Umberto Eco déjà au cinéma, c'est audacieux. Oui, et sachant que le bouquin peut y avoir 100 pages sur l'architecture romane. Voilà. Donc c'est pas un grand roman d'aventure, c'est un roman philosophique pur. Oui, c'est très philosophique, parce que c'est surtout en fait au-delà d'une enquête, c'est surtout en fait une réflexion sur la croyance en fait en elle-même. Absolument. Voilà. Absolument. À quoi ça sert de croire en Dieu entre ceux qui sont prêts capables de tuer pour Dieu, et Guillaume de Baskerville qui au contraire dit non, prier Dieu, c'est d'abord prier par la raison, à travers la raison. Dieu est raison, Dieu n'est pas excès, et il faut justement trouver Dieu dans la sagesse, dans la réflexion, dans la raison. Et c'est vrai que ce personnage, il le transparaît réellement. Je trouve qu'effectivement là, Sean Connery a fait un travail assez monumental sur ce film qui était un excellent film de détective d'ailleurs. Oui. Très bien fait, superbe, dynamique, très rythmé, c'est très bien, très très bon. Et qui a révélé Christian Slater. Et où nous voyons Hellboy, comment il s'appelle? Ron Perlman, c'est vrai. Ron Perlman qui est dedans aussi. Oui, qui d'ailleurs, je crois, grâce à ses films, s'est même fait remarquer après plus tard pour Jean-Jacques Hannay. J'ai fusionné Hano et Jeunet et Hano en même temps. Jean-Jacques Jeunet.
J'ai mal. C'est bizarre. Ton cinéma français se mélange. Je sais pas, c'est sûrement l'affiche de Notre-Dame brûle qui m'a fait sauter à la gueule. Revenons sur Sean Connery. Donc ouais, très bien, très bon choix, le nom de la rose, quoi. Voilà, s'il vous plaît. Oui, non, c'est vrai. Et vous-même, monsieur? Alors, moi, j'ai pris un film que j'ai vu récemment et qui est vraiment très représentatif aussi du travail de Sean Connery, d'une certaine manière. Car, en fait, donc, The Offense, donc film sorti en 73 aux États-Unis, représente à la perfection aussi la collaboration déjà qu'il a eu avec Sean Connery. Alors, il faut le savoir, c'est que c'est pas son premier film qu'il a fait avec Sean Connery. Il en a déjà fait un auparavant avec La Colline des Hommes Perdus. Et en fait, je pense que c'est techniquement même si j'aime pas dire ça, c'est techniquement peut-être le premier grand film de Sidney Lumet, d'une certaine manière. Il avait déjà 20 ans de carrière auparavant, il a quand même fait notamment 12 hommes en colère, L'homme à la peau de serpent, c'est des très grands films, mais en fait c'est le cinéma revendicatif de Sidney Lumet de la grande époque. Car juste après, il va quand même enchaîner aussi d'autres chefs-d'œuvre. Il va enchaîner donc Serpico, Un après-midi de chien, Network, Le Prince de New York. Donc on est vraiment dans cette grande période de Sidney Lumet. Un style qui ne quittera jamais quelque part. Un style qui ne quittera jamais. Et finalement, c'est quelque chose de très fort à travers ce film, parce que c'est finalement, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est Sean Connery qui a initié le projet de ce film, car c'est une adaptation. A fait donc appel à Sidney Lumet sur ce projet en tant que producteur, et les studios donc qui voulaient absolument faire Les Diamants sont éternels, donc on dit écoute Coco, c'est bon, on fait ton film. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le film n'est pas sorti en France, parce qu'en fait, après les premières projections test, tout le monde a eu peur sur la carrière de Sean Connery et le voyait comme un flic violent tel qu'il le représente dans ce film. Et ouais, en fait, donc le film est sorti dans très peu de salles aux États-Unis et a fait un four total, bien évidemment. Donc ouais, le film. Quand on voit ce que le film raconte, alors ouais, j'avoue ne pas l'avoir vu, mais vu au moins le synopsis, on sait que c'est pas fait pour grandir un acteur auprès des fans, en tout cas. Oui, surtout que donc c'est l'histoire donc de Johnson, donc flic campé par Sean Connery, donc qui enquête sur une série de meurtres pédophiles, et donc un des personnages soupçonneux de cette affaire-là, donc donc arrêté par la police, et donc Johnson décide de l'interviewer, de lui poser des questions. Alors il va pas vraiment lui poser des questions en fait, donc ça va être compliqué. Non, je vais pas en dire plus. C'est un film qui je trouve très fort, parce que c'est un film malade, contaminé par la folie de son personnage. Il est vraiment doté d'un environnement anxiogène et étouffant, sur une vision d'une cité anglaise en fait. Ce qui est génial en plus, c'est que Sidney Lumet n'arrive pas et volontairement ne veut pas parler de Londres, Liverpool, Birmingham. On voit finalement un travail, je trouve d'ailleurs très fort, du directeur de la photographie, donc Gary Fisher, qui a notre avis sur pas mal de films, notamment plus tard Highlander, donc qui va retrouver Sean Connery. Mais il a fait un énorme travail sur la froideur, les teintes glauques, verdâtres. Donc il y a une ambiance anxiogène qui est très prenante dans ce film, et elle est magnifiée en fait dès le début, parce que finalement on a une longue séquence d'introduction ralentie de près de 5 minutes, avec donc un fond musical en plus de Harrison Birtwistle, donc en plus qui travaille sur de l'expérimental. Donc on est vraiment sur une mise en place très très volontairement, très opaque, très dure. Et en fait, Sean Connery va magnifier son rôle à l'excellence, et jusqu'au boutiste, jusqu'à un côté très radical de ce personnage, où on a vraiment par moments très tendancieux en fait. Lumet en fait joue sur le fait d'une certaine dualité en fait dans le rôle de Johnson de Sean Connery, c'est-à-dire en fait on a un flic qui donc tente de cacher ses intentions, ses pulsions, mais c'est un personnage trop marqué par l'horreur de ce qu'il a vécu, et il est finalement au bord de la rupture, et cette rupture en fait on va la voir, en fait on va voir finalement cette confrontation en fait, cette mise à mort quasiment officielle en fait de ce personnage, et même surtout cette confrontation avec ce potentiel tueur en fait. Et c'est très fort là-dessus, c'est que tu parlais auparavant donc de cette recherche de la vérité, et finalement tout le cinéma de Lumet, c'est d'une certaine manière, c'est ça aussi, la recherche de la vérité. Et dans ce film, elle y est en fait. Elle y est, cette recherche de la vérité. Mais comme Lumet est un fin limier, est un fin connaisseur de comment jouer sur la mise en scène de son cinéma, et sur cette époque assez dure politiquement parlant, il va donc travailler sur le fait que la vérité n'est pas toujours trouvable. Non.
Et que en fait, elle l'est même rarement. Alors c'est vrai que contrairement à ce que pourrait dire James Bond, dans la vraie vie, on trouve rarement la vérité. Bah non, mais c'est surtout en fait, il est bien conscient du danger de se laisser enfermer dans le rôle de James Bond en fait. Sean Connery, et il n'a de cesse de chercher dans le cinéma indépendant ou chez des auteurs confirmés des espaces de liberté. Il l'a tenté déjà avec Sidney Lumet dans La colline des hommes perdus en 65, il l'a tenté avec Hitchcock, avec Marnie en 64, ou encore même Martin Ritt, Molly Maguire en 70. Et c'est vrai que The Offense a été finalement son premier film où il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait un petit peu déjà son cachet en fait où il s'est dit tiens peut-être que c'est aussi un petit prémisse de ce que va devenir le nouvel Hollywood en fait. C'est-à-dire je peux faire quelque chose que je veux en fonction des grands studios, parce que finalement c'est United Artists qu'il y a derrière, hein, donc j'avais pas dit le nom, mais c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en fait ce film-là Lumet le mène avec une intelligence assez forte parce qu'il joue sur le réalisme des lieux, sur l'attention constante portée au quotidien des personnages. Et c'est vrai qu'il y a une scène en fait qui est assez dure et assez horrible. Et en fait, on va voir en fait cette fameuse dualité, parce que finalement, une des victimes est recherchée dans la forêt. Le personnage de Sean Connery la retrouve et on voit, enfin, il a cette position presque de tueur en fait quand il va la retrouver. C'est-à-dire, il a une position dominante. Il va la tenir par les mains. Il y a quelque chose de très fort, en fait, là-dessus. Et Lumet va jouer à fond là-dessus, sur cette vision, en fait, qu'est-ce qu'est le mal, en fait. Et forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. C'est un film, quand même, qui est intéressant de voir. En 73, ça a dû faire un petit scandale. Ouais, c'est un film très très intéressant à voir quand même. Je vous le conseille. Donc The Offense de Sidney Lumet. Donc tu nous conseilles également Le nom de la rose. On a énormément de films à conseiller. Ce qui est extraordinaire avec Sean Connery, c'est qu'il a quand même joué dans des films extraordinaires. Ouais. On peut conseiller effectivement des James Bond, mais je suis obligé de conseiller Zardos. J'ai envie de conseiller L'homme qui voulait être roi, Indiana Jones et la dernière croisade, Le nom de la rose. The Rock. The Rock. Il a jamais regretté d'avoir joué dans The Rock. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est un de ses rôles préférés des années 90 et clairement, Sean Connery a réussi à jouer dans des films qui ont eu tous connu quand même un gros succès, non seulement d'estime, mais aussi populaire. Et effectivement, c'est clairement un des plus grands acteurs du XXe siècle qui nous a quittés. Exactement. Pour le coup, donc, on va s'arrêter avec un morceau issu du film L'homme qui voulait être roi. Morceau composé par Maurice Jarre. Merci Antoine. Merci Pierre à la régie. On revient donc la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org